personne aussi qui apparaît à ce moment-là dans ta vie, c'est Bayat, Ouais, un des plus grands agents belges, ouais. euh, Le plus grand, le plus grand. le plus grand. Comment se passe ta rencontre avec lui? Je connaissais Cardo, Mhm, Cardo de Nabil Girard. Donc, mhm, Girard étant des Verts, on avait conseillé Cardo, tu vois. mhm, Et Cardo m'a emmené vers Moji. mhm, Et moi, je le connaissais pas, tu vois. Je connaissais la famille Bayat, tu vois, mais pas Moji, tu vois. Donc, mhm, personnellement, je le connaissais pas, tu vois. Je connaissais la famille Bayat, les histoires que s'est passé avec les Bayat. Et je rencontre Moji, un personnage, il est normal, tu vois. En fait, ce que j'aime bien, c'est que il sait ce qu'il vaut. Tu vois, quand quelqu'un sait ce qu'il vaut, tu vois, si tu vois d'un autre œil, tu vas te dire, il est autant, il est ci, tu vois. Le mec, il sait, en fait, tu vois. À cette époque-là, il est déjà pas, il est top agent, mais pas encore comme maintenant, tu vois. mhm. Le mec, il vient et il est pressé, tu vois. Tu vois qu'il est pressé, tu vois. Il dit, ah, je vous laisse manger et tout. Le Papa Noël, il est là, tu vois. Et il s'appelle Papa Noël, tu vois. Moi, je me dis, ouais. Mais il s'assoit, tu vois. Il me dit, ouais, et tout. Ça va, j'entends que tu fais des bonnes choses et tout. D'abord, il me parle de ma taille. Il me dit, tu fais 1 mètre combien? Je dis, ah, à cette époque, je pense que je faisais 1 mètre 78, tu vois. Je dis, ah, c'est dommage que tu fais pas 81, tu vois. Il me dit, ils aiment bien les profils 81, comme ça, tu vois. Je dis, c'est un fou. Il me parle de ma taille, qu'est-ce que ça change? Et il me dit, ouais, il me sort un contrat. Et je vois le contrat et tout. Il me dit, écoute, sur 16 clubs belges, je rentre dans 14. Et à cette époque-là, je pense il avait des problèmes avec Bruges et le Standard, je pense. Tu vois, à cette époque-là, une histoire comme ça. Mais tous les autres, ils rentraient. Il me dit, et la D2, il suffit d'un coup de fil et c'est fait, tu vois. Et le mec, il me sort le contrat. Et moi, tu vois, je prends le contrat. Je me dis, cette fois-ci, oh, je suis en place maintenant. Comment ça, tu peux pas me sortir des contrats comme ça, tu vois. Je vais lire. Il me dit, fais pas semblant de lire. Tu comprends rien de ce qu'il y a là-dedans. Signe. Dis-toi que c'est le Père Noël. Signe. Et à la fin de saison, on est parti. Et moi, je dis, ouais, mais je peux pas signer comme ça, tu vois. Il me dit, ouais, il me dit quoi, Wait tu touches combien? Je dis, ouais, je touche 3000. Il me dit, ah, ok. Et il prend son téléphone, il appelle Niquez, Benjamin Niquez. Mhm. Il dit à Niquez, combien je t'ai fait gagner en 1 an? 800 000. Il me dit, toi, tu touches 3000 alors que tu es plus fort que Niquez. Il dit, vous jouez pas le même poste, mais tu l'as dit, une jambe à toi, c'est pas Niquez. Il m'a dit, c'est pas un top joueur pour moi. Tu vois? Mais il a pris 800 000. Il dit, si tu prends 800 000 maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas péter les plombs. Et moi, je signe, tu vois. Il me dit, le mec est devenu avec un discours. C'est un peu un discours de gifle, tu vois. Il est venu, t'as expliqué. C'est pas les agents qui. Tu vois, il t'explique que non, moi, je vais t'emmener là-bas, mais il faut que. Tu vois, non. Il est venu, il t'a dit, écoute, moi, je vais pas t'appeler 10 000 fois. Quand je t'appelle, c'est que c'est du concret. Si je t'appelle pas, c'est que j'ai rien. Et quelque part, quand tu es plus jeune, c'est pas bon. Parce que tu as besoin de quelqu'un qui soit avec toi, tu vois, tu fais des débriefings après le match, tu vois. Et tu as besoin de ça, tu vois. Mais quand tu es adulte, tu as besoin d'un mec comme Moji. Il va pas t'appeler pour te parler, en fait. Il t'appelle parce qu'il y a du concret. Viens, l'avion est à 18h. Pas viens, mais en fait, j'ai appelé le club, ils vont revenir vers moi, ils vont... Pourquoi tu m'expliques ça? Le mec, il t'appelle à 18h, viens à l'aéroport. À 20h, on a voyagé, tu vois. Point, Mhm. c'est fini, tu vois. Après, ça C'est la dépend. distinction que certains font entre les dealmakers d'une part, que serait Moji Bayat, donc qui t'appellent uniquement quand il y a un contrat signé, et puis les agents qui te suivent au quotidien, qui te conseillent. Pour moi, je ne peux pas qualifier Moji de dealmaker. Pourquoi? Parce qu'il a quand même plus de 80 joueurs, tu vois. Donc c'est un dealmaker dans le sens qu'il ne va pas t'appeler pour te parler de football, parce que je ne suis même pas sûr qu'elle le comprend vraiment, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui va t'appeler, même quand tu es dans la merde, pas tout le monde, hein, mais qui va te sortir quand même d'une situation compliquée, tu vois ce que je veux dire? Il va te sortir d'une situation compliquée. Un dealmaker, c'est quelqu'un, il a fait son deal, et puis s'en va, tu vois. Et il n'a pas besoin de rester en contact avec toi. Mais lui, il reste en contact avec toi, ça veut dire que
peut-être que derrière, demain, ça va pas, il peut trouver une autre porte de sortie, tu vois. Et il le fait pas tout le temps, tu vois. Mais il a fait avec beaucoup de joueurs, tu vois. Il y avait des joueurs, ça allait pas dans un club, top club, et puis il les met dans un autre top club. Et ça va mieux dans l'autre top club, tu vois ce que je veux dire. Et un dealmaker, c'est vraiment quelqu'un, il vient, il fait que son... Allez, Au suivant, et au je m'occupe suivant, plus de et rien. ainsi de suite, tu Ok. vois. Ok. Donc voilà un peu. Là, ce qui n'est pas son cas. Non, pour moi, non. Après, chaque expérience est différente, tu vois. Pour moi, non, tu vois. Peut-être que quelqu'un d'autre va te dire oui, c'est un dealmaker, il est venu, il avait rien à voir. Et j'ai entendu des fois, il y a des dossiers, il n'a rien à voir, le mec, il apparaît, tu vois. Chaque situation est différente, toujours. Et donc, au final, tu vis un mercato très mouvementé, compliqué, et finalement, tu es obligé de rempiler pour une dernière saison au Red Star. Ouais, voilà, un mercato où c'est important de le dire parce que, tu vois, quand tu fais une bonne saison, et on appelle ça la chaise musicale, tu vois. Tu entends de la musique de partout, tu veux danser sur chaque son, tu vois. Tu veux mouver un peu sur tout et n'importe quoi. Et c'est important que dans un mercato, d'avoir un agent, tu vois. Un agent qui va centraliser tout. Ça veut dire que, parce que plusieurs agents peuvent t'appeler. Mais si tu donnes ce qui est aujourd'hui comme problème, c'est tu vas donner un mandat à un mandat à un autre, un mandat à un autre. Tu vois, c'est bien parce que quelque part, tu te dis quoi? Tu ne peux pas être fidèle à une personne ou deux personnes parce que tu sais peut-être, je vais te donner un mandat à toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui va me ramener un contrat. Tu vois ce que je veux dire? Mais si Ton quelqu'un... destin ne repose pas sur le savoir-faire d'une seule personne. Voilà, tu vois. Mais le problème de centraliser, c'est qu'il faut un agent qui est prêt à coopérer, tu vois. Ça veut dire que toi, s'il y a un autre agent qui vient, ah bah, tu veux faire le deal. Parce qu'il y a d'autres agents, ils disent non, non, moi c'est bon, j'ai boudé. Mais si tu boudes, vaut mieux gagner 1 euro que 0, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça, aujourd'hui, un agent, à cette époque-là, moi, j'ai personne qui me suit. Mais en même temps, je ne me suis pas bien comporté, tu vois. Donc comme je ne me suis pas bien comporté, ben, les gens étaient grillés dans le milieu, tu vois. On sait que non, à lui, laisse tomber. Bon joueur, mais fou dans la tête. Donc voilà un peu, c'est comme ça, un mercato où j'ai connu des choses incroyables, incroyables. Et j'avais absolument envie d'aller en D1. À cette époque-là, Ostende était monté. Et Van der Beest m'avait dit de me prendre, il avait promis de me prendre en D1 avec lui. Promis, les mots sont un peu grands, mais il m'avait dit que voilà, il y avait une possibilité, tu vois. Et voilà, moi j'avais des offres concrètes comme Westerlo, à cette époque qui venait de descendre en D2. Et Westerlo me voulait absolument, tu vois. Me voulait absolument et je voulais pas signer là à ce moment-là, mais tu vois, comme je dis dans le football, on sait jamais. Et il y a cet intérêt de Charleroi. Et alors, tu refuses pour une raison bien précise. Ouais, parce que à cette époque-là, Charleroi, c'était Bruxelles. C'était Bruxelles, tu vois. Et je savais que si j'étais dans un mood comme ça, là-dedans, ça allait pas aller. Tu vois, ça allait pas aller. Il me fallait un autre mood, il me fallait une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire les choses, tu vois. Et donc voilà, j'avais pas voulu aller à Charleroi, malgré en plus de ça que Felice Mazou m'avait dit de venir à Charleroi, tu vois. Donc voilà un peu. Donc la crainte, c'est de retrouver des joueurs bruxellois, en fait. Ouais. C'est ça que tu nous dis. C'est pas la crainte, mais il y avait à l'époque, il y avait que des Bruxellois, tu vois. Il y avait Momo Aoulad, il y avait Ziggy, il y avait KG, tu vois. L'équipe, elle tournait bien, tu vois. Et il y avait pas mal de... Frère, c'était la rue là-bas. À cette époque-là, Charleroi, c'était connu pour être... Il y avait Kaya, il y avait tous ses frères, c'était la rue, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça. Dernière saison au Red Star, on va pas trop s'étaler dessus. Ça se passe pas très bien avec John Biko, donc le repreneur du club. Ouais, ça se passe pas très bien et franchement, vraiment une saison où tu apprends plus mentalement que footballistiquement, tu vois. Donc, comme tu as dit, on va pas s'attarder dessus, tu vois. Et ensuite vient Mons qui vient de descendre en deuxième division. Ouais. Mons vient de descendre de deuxième division. Comment j'arrive à Mons, c'est Pierre-François. Pierre-François qui était directeur sportif chez nous au Red Star, mais qui a pris la poudre d'escampette comme nous tous parce que Bico n'était pas facile à vivre, tu vois.
Et voilà, il m'appelle à Mons, il me dit viens faire une saison et puis je te mets en D1, tu vois. Et je viens et je fais une saison à Mons, je me rappelle, j'arrive à Mons, je suis dans des bonnes conditions, mais en haut, tu vois, pas en bas, tu vois. Le coach, tu vois, ça se voit qu'il c'était sans plus, tu vois, c'était sans plus. Il m'a dit, il a pas voulu me prendre directement, il m'a dit fais un test, tu vois. Et voilà, tu vois, je me rappelle, ce que je fais, c'est le premier match, on joue contre Gand. Il me donne 45 minutes. Après 30 minutes, j'avais bouclé le transfert, tu vois. Et voilà, à ce moment-là, je signe à Mons, numéro 10. Tu connais quand tout ça est avec toi, tu ne peux faire qu'une bonne saison, tu vois. Et donc, quand j'arrive à Mons, c'est compliqué parce que la première saison, il y a la première partie de saison, et je donne 10 passes décisives. Mais on ne parle pas de moi, tu vois. Tu partages l'affiche avec Bison. Gonner et Bison. Ouais, je partage l'affiche, mais vraiment, tu vois, c'est genre, il y a Bison, tu vois, t'es un peu en dessous, tu vois, comme ça, t'es un peu derrière, tu vois, dans l'affiche, tu vois. Et, tu me connais, moi, mon comportement, c'est, je n'aime pas être derrière, tu vois, tu vois, derrière la caméra, tu vois. Nous, on est souvent Tu veux être la figure de proue. la tu figure, veux tu vois, être, je veux dire, frère, je connais, tu vois ce que je veux dire. C'est un buteur, il n'y a rien à enlever. C'est un buteur, c'est un mec qui te marquait de partout. Mais c'est toi qui le fais marquer. C'est moi qui fais marquer, c'est moi qui, tu vois, c'est moi qui déclenche les actions, c'est moi qui régale le public, tu vois ce que je veux dire. Donc à ce moment-là, voilà. Donc deuxième partie de saison, j'ai compris que non, c'était terminé quand même d'être l'assistant de. Tu décides de devenir le chouchou des supporters. Non, je décide de devenir le chouchou de tout le monde. Je décide parce qu'en fait, à ce moment-là, en janvier, il me dit j'ai fait 10 passes décisives. Je lui demande à mon agent c'est comment. Il me dit il n'y a rien de concret. Il me dit ça parle, mais voilà, tu vois. Et je me dis ouais, putain, c'est comme 2 buts, 10 passes décisives. Ils veulent pas. Ah, frère, j'ai claqué 8 buts en plus, tu vois, la deuxième partie de saison. Et donc ça m'a fait 10 buts, 10 passes décisives. Et de là. C'est lui qui m'appelait, même des fois je ne lui répondais pas. Ouais, des fois je lui répondais. Parce qu'en fait, il m'appelait, il me dit ouais, mais un tel dit ça, tu dis quoi? Tu vois, à un moment donné, voilà. Au mois de mars, tu reçois déjà 7 offres. Tu comptes déjà 7 offres concrètes de Ouais. première division belge. Ouais, voilà, cette offre et puis la meilleure offre et le meilleur choix. Tu vois, je me dis toujours quoi? J'ai fait les meilleurs choix au mauvais moment, tu vois? Ça veut dire que j'ai toujours fait les bons choix selon moi, mais au mauvais moment, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas cohérent ce que j'ai fait à chaque fois. Parce que le moment où je devais signer quelque part, je choisissais autre chose. Tu vois, je choisissais autre chose. Et je faisais toujours autre chose. Tu vois, si c'est le moment de faire ça, tu vois, par exemple, pour Westerlo, bêtement, c'est le moment de signer à Westerlo. C'était une saison en plus en D1, en D2, mais elle est remontée avec Westerlo. Mais j'ai préféré faire une autre saison, tu vois, avec des trucs vraiment. Et c'est pour ça que je dis, il m'a fallu une structure, il me fallait une structure, il me fallait un suivi, tu vois, j'avais pas de suivi. Parce que là, tu as à nouveau un nouvel agent. Ouais, C'est ni Freinet, ni non, Bayat. Tu es avec une autre personne, Sriani. Sriani. Et donc, à chaque fois, tu changes d'agent. Tu n'as pas un Ouais, agent fixe qui t'a suivi tout au long de ta carrière. non, mais tu vois, par exemple, avec Sriani, c'était l'agent, tu vois. Mais c'était pas mon agent avec qui attitré proprement, tu vois. J'étais avec Jason Bokolo, j'étais avec lui. Et lui, il voulait ramener cette figure d'agent où il m'accompagne selon mes choix et tout, tu vois. Même avec lui, hein, c'est la même chose. Encore, lui, c'était quelqu'un avec un plan de carrière, tu vois, qui croyait beaucoup en moi, mais avec un plan de carrière, tu vois. Mais encore une fois, moi, quand je suis décidé d'un truc, je suis borné, tu vois. Et tu peux plus Te faire changer d'avis, tu ça peux devient me faire très changer compliqué. d'avis et me contredire, en fait. Tu vois, quand je veux faire quelque chose, je vais faire quelque chose. Tu peux pas commencer à vouloir m'amener là où toi. Tu vois, c'est comme si tu voulais me manipuler, tu vois. Et ça, je peux pas accepter, tu vois. C'est comme ça. Et donc, tu optes finalement pour Ostende, Ouais, je vais qui évolue en en première division 1. division. Et ils sont. Tu touches enfin ton La D1. objectif et la D1 belge. C'était là. Quand j'ai vu, c'est du concret, frère. Il est venu, il m'a donné un papier, il m'a dit écris ce que tu veux. Quand une personne te dit écris ce que tu veux, c'est que la personne te désire, tu vois. C'est comme ça, il faut toujours aller là où on te veut. Et
À cette époque-là, je me dis quoi, ils se sont sauvés de justesse. Je vais aller, tu connais, on va faire les petites stats. En D1, ça va vite. Et puis, on se retrouve à Gand ou à Bruges, tu vois. C'était possible, Donc tu vois Ostende comme comme un petit comme une club, étape transitoire. ouais, comme une étape. Voilà, tu vois, avant qu'il devienne le stand que moi j'ai connu, tu vois. Et malgré tout, donc c'est un gros effectif. Ouais. Jordan Lukaku, Ouais, Berrier, ouais, Akpala, ouais, Syriac, ouais. il y en a d'autres. Il y a Moussona, il y a Siani, il y avait Djali, mais c'est une grosse équipe, tu vois. C'est une grosse équipe. Et tous les mecs qui étaient là, ils étaient déjà connus en D1. Tous les mecs qui étaient là, ils étaient connus en D1. Il y en a, ils avaient, par exemple, Moussona, qui était mon concurrent, il avait joué à Offenheim, tu vois. T'avais des mecs. Et c'est là que je disais la différence, c'est quoi? C'est que pendant la préparation, j'étais trop fort. Mais ces mecs-là, c'est là la différence, c'est que ces mecs-là, et moi, j'ai jamais été pour ce football-là, même jusqu'aujourd'hui, les footballs de statistiques. Ces mecs-là, chaque match de préparation, j'ai dribblé peut-être 5-6 hommes, je donnais une passe décisive, ces mecs, ils avaient but. But. À la fin, je pense que le coach, il sort les statistiques et il se dit, bon, lui m'a mis autant de buts, lui m'a mis autant de buts, lui m'a mis autant de dribbles. Ce que je veux faire, c'est quoi? C'est que lui qui me met des dribbles, je vais faire jouer les 15 dernières minutes, 20 dernières minutes, tu vois? Et c'était comme ça, les mecs qui marquaient, ils n'avaient pas le temps. Syriac, il a claqué je ne sais pas combien de buts. Akpala, remplaçant, dès qu'il rentrait, c'était but. Canésine, c'était beaucoup dans le travail défensif, beaucoup dans les passes décisives, tu vois. Mais Moussena, c'était but, tu vois. Et on est champion d'automne, l'équipe, elle tourne. Et c'est compliqué pour toi? C'est trop compliqué. C'est l'efficacité en fait qui prime, si je comprends C'est bien. l'efficacité, parce qu'à ce moment-là, tu joues avec l'argent des gens. Donc c'est l'efficacité qui compte. Rien d'autre que l'efficacité. Tu vois. Et voilà, c'est. Et là, je me disais non, pourquoi? Parce que quand tu regardais Hervé Cagé, il n'avait pas l'efficacité, tu vois. Mais il était dans un petit club et il jouait. Tu comprends? Et il était dans un petit club et il jouait. Le plus important, c'était de jouer et de surtout montrer ce que tu savais faire, tu vois ce que je veux dire? Pendant la préparation, oui, c'était bien, mais il n'y avait pas de caméra. Tu vois? Et Hervé Cagé, par exemple, quand il faisait des transferts, c'était pas un mec qui mettait 10 buts, 13 buts par an, tu vois? Donc, en termes de statistiques, c'était pas prolifique, mais il faisait des transferts, tu vois. Je me dis, c'est bizarre quand même, tu vois. Pourquoi aujourd'hui? Et c'était le coach, tu vois, c'était le coach. Lui, c'était les buts, les footballs à l'ancienne, je sais pas. Il fallait faire des tacles, tu vois. Moi, je n'ai pas retaclé. Parce qu'il faut rappeler que le problème auquel tu as été confronté, c'est que c'est Van der Bies qui te voulait. Ouais. Seulement quand tu signes, peu de temps après, il y a un changement de coach. Voilà. Et c'est Van der Raa qui reprend la tête de l'équipe. Et c'est là, souvent, ça se paye toujours cash hein, pour les joueurs qui, entre guillemets, sont arrivés de plus bas ou que, voilà, tu vois, c'est un style de jeu, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir, par exemple. Lukaku, tu vois, il jouait sur je ne sais plus c'était qui l'entraîneur avant Solskjaer. C'était avec José Mourinho. Mais avec Solskjaer, il ne jouait pas, tu vois. Ça dépend de profil, tu vois. Et c'était la même chose. Donc là, je suis arrivé, moi, c'était Van der Bus qui m'a signé, qui me voulait. Et là, tu te retrouves au début de saison avec Van der Raa que tu ne connais pas et tu ne connais pas. Tu vois. Et il découvre sur le tas, tu vois. Donc voilà, là, c'est pas bien passé pour moi au Stade, c'est vraiment... Il me semble pertinent de revenir sur tes négociations avec Ostende, parce que tu signes un contrat, mais concrètement... Je comprends pas, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'était... Pourquoi? Parce que tu touchais... Il y avait un salaire écrit sur la feuille, mais c'était pas... comment on appelle ça? C'était pas net. Et à l'époque, encore une fois, je parle des choses que... Et à ce moment-là, c'est ça que j'en veux à ces gens-là à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne t'expliquent pas que c'est du brut, tu vois. Ils ne t'expliquent pas que c'est du brut. Donc, tu es âgé de 24 ans, tu t'arrives vraiment au sein de l'élite. Et ça, c'est important que les gens aujourd'hui, beaucoup de jeunes doivent savoir aussi, c'est que c'est du brut à chaque fois. En Belgique, on parle toujours en brut, jamais en net. Et c'est là que je parlais avec Pelé une fois, il me disait, dès que je fais un contrat, je parle en net, jamais je parle en brut. Donc ça veut dire qu'il exige toujours que tout soit net.
ça va être mis brut, hein, mais lui doit savoir ce qu'il va toucher net. Tu vois, je veux dire, il va discuter son contrat en net. Et Geoffroy aussi me disait ça, il faut toujours discuter en net. Parce que ce qui nous intéresse, c'est du net. Parce que le brut, c'est fictif, entre guillemets, tu vois. Et le problème, c'est que à la fin de ton premier mois au stand, tu regardes Je regarde, ton salaire. je regarde ma fiche de paie, je me dis, mais c'est pas ce que tu écrit dans le contrat. Donc j'appelle l'agent, tu vois, il me dit, ouais, mais c'est bizarre. Peut-être lui, parce que il me dit peut-être lui aussi il savait pas, mais je pense qu'il savait quand même, tu vois. C'est un agent aussi qui débutait, tu vois. Donc je me dis, mais comment c'est qu'on a mis autant et on touche autant? Et après, là, moi, j'appelle carrément le team manager à l'époque. Je dis, comment c'est que mon salaire est coupé comme ça? Il m'a dit, mais non, c'est du brut, c'est comme ça, il faut payer les impôts, il faut payer les taxes. Hein. Il me dit, il faut payer les taxes. Hein. Et puis je dis, oh. Il me dit, oui, mais tout va dans. Il y en a qui vont dans l'assurance groupe, il y en a qui faut payer des taxes, tout. C'est là, frère, on avait fait un mois plein, sur le mois, on avait eu 5 matchs, on a gagné les 5 matchs. Voilà. Les primes de match, je me dis, je vais avec les primes de victoire, tu vois. C'était brut aussi. Même ma prime à la signature était brute. Donc à un moment donné, tu fais des calculs avec près de 100 000 euros à la prime à la signature le premier mois. Tu te retrouves avec 50 000 euros. Tu te dis, oh, mais c'est quoi ça, tu vois? Et voilà, c'est important. Mais c'est bien que tu rappelles, parce que je l'avais vraiment oublié. C'est important, vraiment, que les gens sachent que tout ce qui est écrit sur un contrat, c'est du brut. Et en D1, tu es taxé 52%. C'est énorme. On revient sur le plan sportif. Donc, une saison très compliquée pour toi personnellement, mais très bonne pour l'équipe en réalité. Ouais, très bonne pour l'équipe. Mais après, tu connais, c'est pas que ça t'intéresse pas, mais frère, quand t'es pas dans l'équipe, t'es pas conscient. Personnellement, moi, quand je suis pas dans l'équipe, ça m'intéresse pas les résultats réellement, tu vois. Parce que je sais pas que je pense pas à l'équipe, mais je suis de ceux qui ne fêtent pas un titre s'ils n'ont pas participé, tu vois. Je surfe pas sur le buzz de l'équipe, tu vois. C'est t'es champion et que t'as joué 10 minutes, je me considère pas champion, tu vois. On considère, voilà, je suis dans l'équipe du champion, mais je ne me considère pas comme un champion, tu vois. Pour moi, il est important de faire participer, de faire l'histoire, tu vois, pas d'avoir été là, de regarder l'histoire, comment c'est passé. Oui, non, ça m'intéresse pas, tu vois. Et à ce moment-là, je me rappelle en janvier, c'est pour ça que je te disais toujours que j'ai fait les bons choix au mauvais moment. Anvers arrive, Anvers est premier en division 2. Mais tu vois, ça aussi, c'est une partie où les gens ils doivent comprendre. Parce que pourquoi j'ai pas été à Anvers? Je venais de galérer je sais pas combien de temps pour arriver en D1. Tu y es depuis 6 mois seulement. Et j'étais là depuis 6 mois. Tu vois, des fois, c'est important parce que là, il y a 2 erreurs. Il y a l'erreur que mon orgueil me disait comment je ne veux pas m'imposer ici, tu vois. Or que, quelque part, tu t'aurais dit quoi? Je redescends pour mieux sauter, tu vois. Mais ça, tu dis ça à un mec qui est là en D1 depuis 1 saison, 2 saisons, tu vois, je veux dire. Tu redescends pour jouer et puis tu remontes avec l'équipe, tu vois, parce que l'équipe remonte après. Mais frère, tu dis pas à un mec qui a galéré toute sa vie pour arriver jusque-là, en 6 mois, qui doit redescendre encore d'où il vient, tu vois ce que je veux dire, là où il n'a plus rien à prouver pratiquement. Et là, à ce moment-là, pour moi, le choix, il était vraiment, il était difficile le choix, parce qu'Anvers me proposait 3 ans de contrat, et le même contrat que j'avais à Ostende, tu vois, mais tu vois, en D2, tu vois. Et tu peux jamais savoir ce qui allait se passer derrière. Regarde Anvers aujourd'hui, tu vois. Je dis pas que je serai encore Anvers, hein, mais je dis, c'est toujours des trucs comme ça, tu vois. À ce moment-là, ça fait 6 mois que je suis en D1. Je peux pas me dire, ouais, je vais repartir encore en D2, même s'ils sont promus, tu vois. Et voilà, c'est... Et malgré tout, dans cette saison, il y a quand même un match qui compte pour toi. C'est cette montée au jeu face au Standard, à Sclessin. Ouais, tu vois, c'est des moments où t'as rêvé de ça tout le temps, tu vois, t'as voulu de ça, tu vois, t'es arrivé dans ces stades où ces gens, tu les regardais à la télé, où tu es enfin dans ce stade-là, tu vois. C'était difficile pour moi de reculer encore une fois, tu vois. Je voulais jouer tous les stades, tu vois, de Belgique. Je voulais vraiment
j'ai joué tous les stades au niveau amateur, tous les stades au niveau professionnel, tu vois. Et je voulais vraiment découvrir ça. Et j'arrive à Slessin, stade plein. Et tu sais comment l'ambiance est là-bas. Tu as juste envie de gagner. Et là, c'est là que je dis, c'est une victoire que tu peux compter. Parce que quand tu montes, tu fais la différence. Et je donne cette passe décisive qui, c'est moi en fait, c'est l'instinct, c'est le moment même, tu vois. C'est pas un truc que j'ai réfléchi, je veux faire ça, tu vois. C'est vraiment le moment même, passe de l'épaule, de la poitrine, épaule, et c'est directement au but et on gagne 2-1, tu vois. Et à ce moment-là, c'est des bons souvenirs, tu C'est vois. gratifiant. Et puis, cette soirée, tu l'as vu comment? Quand tu rentres chez toi? Non, cette soirée, quand tu rentres chez toi, frère, c'est. Tu vois, tu allumes la télé, tu vois, tu vois, il y a toujours les rediffusions d'après-match. Tout le monde en parle, tu vois. Je me rappelle, à l'époque, j'avais mis. C'était quoi? C'était Studio Foot. Et il y avait Philippe Albert qui parlait de moi. Frère, Philippe Albert, il te parle de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des moments que tu voulais vivre, tu vois. Et c'est comme ça, après. Après, c'est vraiment des moments où je ne peux pas oublier. C'est des souvenirs que. Et c'est pour ça que je dis toujours que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas m'enlever ça, tu vois. On ne peut pas m'enlever ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, tu vois, parce que souvent, j'ai tendance à minimiser ma carrière, tu vois. Mes frères, d'où je viens. Tu vois, c'est souvent ma mère qui me rappelle, elle me dit d'où tu viens et ce que tu as fait. Et je te dis que tu n'as rien fait, tu vois. Parce que moi, j'ai toujours voulu plus. Donc je me dis, putain, quand je regarde des mecs aujourd'hui en D1 jouer, même en D1B, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand je regarde le football aujourd'hui en Belgique, ça c'est encore une autre histoire, mais c'est tombé. On fera ça c'est quand tu me réinviteras, tu vois. Mais là, c'est une catastrophe. Quand tu vois les mecs qui sont dehors sans club et les mecs qui sont en club, le football aujourd'hui, c'est tombé. Ben justement, on va revenir à ça. Donc après Ostende, tu vas finalement au AHL, donc au Deverley Leuven. Tu y fais une très très belle saison. Après ça, tu signes en Turquie. Waouh. Bah, c'est sûr que c'était pour remplir le sac à dos, hein. Mm. Donc c'est uniquement là, à ce moment-là, dans cette étape-là de ta carrière, il n'y a plus que l'aspect financier Non, il n'y a qui plus que l'aspect t'intéresse. financier. Il y a plus... J'étais arrivé en D1. J'étais parti de la P4, je suis arrivé en D1. Après, il fallait maintenant vivre du football, entre guillemets, mais bien vivre, tu vois. Et voilà, et je pensais que la Turquie, c'était l'Eldorado, tu vois. Mais les Turcs, ils te payent les 3 premiers mois, tu vois. Mais ils te payent bien les 3 premiers mois. Ça fait... Les 3 premiers mois, ça peut te faire peut-être une bonne saison en D1, tu vois. Mais après, tu dois te battre pour trouver ton argent, tu vois. Et ça, c'est ça qui est dommage. En Turquie, en 6 mois, j'ai connu peut-être 6 coachs. Pour te dire à quel point c'est un pays. Mais le football, il est bien. Le football est bien. Tu vis bien, tu manges bien, tu fais tout bien. Voilà. Donc tu l'as dit, quelques problèmes financiers. Et donc tu écourtes ton passage en Turquie. Ouais, Et là, tu as 27 ans, il me semble, ouais. et tu te retrouves sans club. Comment est-ce que tu vis ça à ce moment-là? Comment est-ce que tu fais pour passer au-dessus de ça? Mais en ce moment-là, je le vis bizarrement parce que ça m'est jamais arrivé, tu vois. C'était jamais arrivé, tu vois. Je me suis toujours dit, comment un type comme moi, je me retrouvais sans club? Je commençais à réfléchir, tu vois. Je me dis, mais non, j'ai fait 6 mois, loin de ma famille, loin de tout. Je veux profiter, tu vois. Je veux profiter de mes enfants, je veux profiter. Je suis tout retour à la maison, tu vois. Après, même pas fait 6 mois, 4 mois après, je suis parti en Écosse. Parti en Écosse, nouvelle saison. J'ai fait une préparation ici. Tu m'as prêté le terrain pendant 4 mois et j'ai fait une préparation de malade. Et c'est pour ça qu'on a fait une préparation. Je me rappelle, il y avait Geoffrey, Moujanguibia, Andrea Mutombo, tu vois. On était au Fit Five tous les jours. Tous les jours. Pendant 4 mois, on était au Fit Five tous les jours parce que tous les trois, on était sans club. On prenait des joueurs de gauche à droite. Tous les jours, on était au Fit Five. Je pense qu'on a. Je sais pas Justement, combien. comment tu expliques que tu viens de citer trois joueurs Ouais, qui sont parmi les plus talentueux de Bruxelles? ouais, Comment t'expliques que ces joueurs-là, à 27 ans, donc à un très bel âge, ouais. se retrouvent sans club?
Est-ce que je peux expliquer? Je ne sais pas comment je peux expliquer. Personnellement, pour mon cas, moi, je n'étais pas payé. Je ne suis pas payé, je ne joue pas, tu vois. Donc moi, j'arrête, tu vois, à ce moment-là. Eux, après, je sais que Geoffrey, je sais qu'il avait eu un problème avec Lokeren. Il a eu un problème avec Lokeren, c'est ça qui s'est passé. Il n'a plus joué et ils ont cassé son contrat pour faute professionnelle. Et Andrea, je ne sais pas pourquoi, mais comme je te dis, est-ce que c'est nos choix? Est-ce que c'est nos comportements? Est-ce que c'est nos personnes? Est-ce que c'est nos caractères? Bon, c'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question, parce que quelques années plus tard, c'est la même situation encore, tu vois. Pourtant, en termes de qualité, aujourd'hui en Belgique, je ne suis plus trop, mais je ne pense pas qu'il y ait un joueur aussi fort que ces deux-là, que Geoffrey ou Andrea, tu vois. En Belgique aujourd'hui, il n'y en a pas un. De toutes les divisions, hein, confondues, il n'y en a pas un. Andrea, encore heureux, il est en Suisse, tu vois. Mais un joueur à cette heure-ci plus fort que Geoffrey ou même Hervé Cagé, en D1, il n'y a pas. Il n'y a pas. Justement, il y a énormément de joueurs qui ont bien moins de talent que vous Ouais. et qui pourtant font de Même un Julien longues carrières, Vercotteren, un Julien Vercotteren aussi, tu vois. très talentueux également. Et puis il y en a d'autres qui sont bien moins talentueux que vous et qui font des longues carrières au top niveau, sans vague. Et alors tu parlais de ce caractère, de cette mentalité. Il y a quelque chose qui vous unit tous, c'est que vous êtes tous bruxellois. Et on sait que dans le monde du football, on colle parfois une étiquette aux Bruxellois. On nous a collé une étiquette de mauvais garçon, entre guillemets, tu vois. Mais c'est pas une étiquette aussi qu'on va dire qu'on a facilité, tu vois. On n'a pas fait. On n'a pas dit oui, on nous a collé une étiquette, on est des gentils garçons, tu vois. Parce qu'on est des garçons avec beaucoup de conviction et avec beaucoup de confiance, tu vois. Et on se dit quoi? Mais on sait ce qu'on vaut, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. On va nous faire de l'injustice et on va laisser faire comme ça, tu vois ce que je veux dire? On fait partie de cette génération qui n'accepte pas tout, entre guillemets, tu vois. On n'accepte pas tout, tu vois. Parce que souvent, il y a des gens, ils veulent te pisser dessus et te faire croire qu'il pleut, tu vois. Et nous, on n'est pas là pour accepter ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que des fois, il y a un coach, il va te faire un choix qui ne colle pas avec ce qu'il t'a dit dans le bureau. Donc, quelque part, tu te dis, mais dans le bureau, il m'a dit autre chose. Et là, devant le groupe, il dit autre chose, tu vois. Et souvent, c'est des trucs où peut-être n'importe qui va laisser passer, tu vois. Mais non, tu vois, nous, on va pas laisser passer, tu vois. Il y a des choses que tu ne laisses pas passer. Après, c'est ton comportement, tu vois. Tu peux pas faire semblant, en fait. C'est comment tu es. Et c'est ça qui nous a poussé à venir, à en arriver où on est. Tu vois, si on changeait, peut-être qu'on aurait dû changer. Tu vois, moi, je prends toujours Dieu merci pour exemple, tu vois. Je prends toujours Dieu merci pour exemple. Pourquoi? Parce que c'est un garçon, il est lisse, tu vois. Il cherche pas de problème. Il est tranquille, tu vois. Tu vois, le problème, c'est que des fois, on avait l'impression que quand tu subissais une injustice, tu étais devenu comme une marionnette, comme ça, tu vois. Et nous, on n'a jamais accepté ça. Tu es blessé dans ton amour-propre. Ouais, tu vois, tu es blessé dans ton amour-propre, tu te dis, oh, mais comment ça se fait, tu vois ce que je veux dire? Or que si tu te tais, l'histoire peut passer, tu vois. Moi, par exemple, moi, je suis quelqu'un, je suis trop, je pète vite, moi, c'est Très trop, impulsif. c'est trop impulsif, tu vois. Mais sur le moment même, tu vois, les 3 premières minutes, tu ne me reconnais plus, tu vois. Et après, quand je suis calmé, je redeviens normal. Tu vois, je suis un garçon gentil, mais quand je pète les plombs pendant les 3 premières minutes, c'est un truc de fou, tu vois. Un truc de fou. Et souvent, ça, c'est quand je perds, tu vois, quand j'arrive pas à quelque chose, tu vois, c'est comme ça. Mais ça me rappelle, ce que tu nous dis, ça me rappelle une vidéo qui est sortie récemment. Ça se déroule lors d'un entraînement du Real Madrid. Et on voit un petit jeune qui, sans le vouloir, a touché Sergio Ramos. Et on le voit très énervé,
shotter sur ce petit jeune, enfin shotter le ballon sur ce petit jeune à 2 reprises. Et on voit ce petit jeune tout simplement ne pas répondre et accepter cette injustice parce qu'il sait que répondre à Ramos pourrait lui être fatal. Bien sûr. Est-ce qu'au final, aujourd'hui, avec la maturité que tu as, avec toute ton expérience, tout ce que tu as appris, est-ce qu'au final, tu ne conseillerais pas à un petit jeune qui nous écoute d'agir comme lui, de certes accepter cette injustice, mais sachant que c'est pour son bien et c'est pour lui permettre une grande carrière? Si, bien sûr, hein, il faut, parce que déjà, c'est l'emblème du club, c'est Sergio Ramos déjà. Et il faut des fois, c'est pour ça, il faut des fois pas réagir. Et surtout ne pas réagir à chaud, tu vois. Par exemple, nous, on a toujours réagi à chaud. Personnellement, moi, j'ai toujours réagi à chaud. Et après, derrière, ça m'a toujours pénalisé, tu vois. Faut pas réagir à chaud, ça sert à rien. Et le petit là, franchement, et quand j'ai vu la vidéo, et Ramos s'est mal comporté. Après, Ramos s'est excusé, tu vois. Mais il n'a pas branché, tu vois. Et là, peut-être nous, moi, je me connaissant, je n'aurais pas laissé qui que ce soit me faire ça, tu vois. Et c'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui, il faut savoir aussi que le football, c'est énormément dans la tête. Énormément dans la tête. Il faut être très fort dans la tête. C'est important. Tu aurais réagi sans penser aux conséquences, ce qui aurait pu donc faire extrêmement de tort à ta carrière. Mais d'un autre côté, le fait de ne jamais penser aux conséquences, cette insouciance, c'est ce qui t'a permis d'être là. C'est tout. L'intelligence du football, c'est de comprendre avant, tu vois, les conséquences. C'est comme aujourd'hui, je sais que si je roule avec de l'alcool dans le sang, je suis susceptible de faire un accident. Tu vois, vaut mieux prévenir que guérir. Et ces gens, ils ont compris le milieu footballistique, le milieu professionnel, comment ça se passe, comment il faut se comporter. Et nous, on n'avait pas compris. Nous, on a voulu imposer nos règles aux gens. Or que le système, il est là bien avant nous. On a voulu imposer que non, nous, aujourd'hui, c'est comme ça que ça va se passer. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. Mais non, il y a des règles. C'est pas la jungle, quand même. Tu as évoqué ta saison en Écosse, donc ça a été ta dernière saison. Ton avenir, tu le vois comment? Tu as pensé à une reconversion déjà? Ouais, je suis dans une reconversion. J'ai commencé, je passe mon diplôme de management. Et voilà, mais c'est encore tôt, hein. J'ai 30 ans. Je gratte encore 5 ans, tu vois, je gratte encore 5 ans. Là, j'ai Donc deux, pour trois l'instant, ta offres, seule tu vois. priorité, c'est le football encore. Ouais, pour l'instant, c'est la seule priorité, c'est le football. On va reprendre quand même, tu vois. On doit faire plaisir encore aux gens, tu vois. Si il y a des gens encore qui veulent prendre plaisir, tu vois, on va lui faire plaisir encore. Et se faire plaisir à nous-mêmes aussi, tu vois. Et après, on met les choses en place doucement. Parce que 35 ans, c'est bientôt, hein, c'est dans 5 ans, ça va vite, hein. Et voilà, après, on pourra s'occuper des générations qui arrivent. Et voilà. Mais pour l'instant, priorité toujours au football. Nous, en tout cas, on te souhaite le meilleur. On te remercie encore une fois d'avoir accepté cette interview. Je vais te laisser seul face à la caméra. Tu as choisi un mot. Tu as choisi le mot noir. Je te laisse seul, c'est le moment de ta carte blanche. Le mot noir. Pourquoi le mot noir? Parce que je suis. Parce que cela définit beaucoup pour moi. Et parce que, comme on a dit, c'est Black Lives Matter. Et on est confronté à des situations chaque jour. On est confronté à des injustices tous les jours. Et il faut savoir surmonter cela. Et le plus important, ce que je souhaite à ma communauté, c'est qu'on soit unis. Unis pour tout. Unis pour qu'on élève un Afrique meilleure. Unis pour qu'on soit les meilleurs demain. Unis pour que on nous respecte enfin. Unis aussi parce que noir, c'est la plus belle couleur.